à tous, ravi de vous retrouver pour C'était l'écho, votre magazine de l'économie. Plus de 3500 traversées par an des dessertes maritimes vers la Corse, la Tunisie, l'Algérie, la Sardaigne. Plus de 3000 salariés en période estivale et des résultats en baisse. Cette année, entre juin et août, la SNCM, la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée, enregistre un recul de fréquentation de 9% par rapport à 2009 pour sa destination phare, la Corse, et ce alors que les autres compagnies progressent sur cette même période. Alors pour faire le point sur la situation, je reçois aujourd'hui Marc Dufou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau directeur général de la compagnie maritime. Vous avez été officiellement nommé le 28 septembre. C'est exact, oui. Donc vous venez d'arriver. Alors juste un point sur l'actualité. Pas de grève, plus de grève à la SNCM actuellement. Depuis dimanche, le dernier préavis a été levé, mais ça a été la semaine dernière a été une semaine difficile sur le plan social. Dernière grève qui portait aussi sur l'allongement du travail. Essentiellement, c'était le problème de la réforme des retraites et les salariés marins de la compagnie tenaient à être rassurés sur le maintien de leur statut. Donc, négociation. Et pas de grève, c'est important puisque vous approvisionnez, vous avez la délégation de service public pour approvisionner la Corse. Et c'est très important parce que effectivement, notre mission est une mission de service public sur la Corse. Alors, les gens connaissent beaucoup la SNCM pour l'été, la fréquentation, les vacances, mais il y a aussi le rôle d'approvisionnement. Près de 80-90% des besoins de la Corse, des habitants de Corse, sont, je dirais, acheminés à travers la desserte maritime, dont je dirais notamment la SNCM. Alors, juste avant votre nomination en septembre, vous aviez été en charge de mener un audit stratégique. Dans quelle situation financière avez-vous trouvé la SNCM à ce moment-là ? Beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses inexactes. En fait, de 60 millions d'euros. C'est inexact. Non, cette année, les comptes sont déficitaires, mais l'entreprise est adossée d'une part à l'État pour 25% de son capital et à plus de 60% par la société Veolia, c'est-à-dire que cette entreprise est solide au point de vue de son actionnariat. Il est vrai qu'il y a une forte détérioration des conditions économiques, mais pas uniquement pour la SNCM, pour l'ensemble des acteurs, mais nous, on publie nos comptes, à la différence des autres. Parce qu'il y a un excès de concurrence non régulé. Aujourd'hui, on offre à peu près 6 millions de places pour 2,5 millions de passagers, ce qui signifie que tous les acteurs perdent de l'argent. Alors on va revenir sur ce recul historique de cet été, moins 9% pour la SNCM sur les passagers, moins 4% sur le fret, oui, à destination de la Corse. À quoi est dû ce recul, puisque vous parlez d'une offre surabondante, les autres compagnies ont progressé. Elles ont progressé en part de marché, mais elles ont également perdu beaucoup d'argent. Prenons l'exemple de Corsica Ferry, elle a augmenté entre 20 et 30% le nombre de sièges et elle n'a fait que 5% de passagers en plus. Donc ça veut dire que son coefficient de remplissage a diminué de manière conséquente. La SNCM a diminué le nombre de traversées de 9% et le nombre de passagers de 9%. Autrement dit, elle a maintenu son coefficient de remplissage et elle a réduit les pertes qu'elle aurait enregistrées si elle ne l'avait pas fait. Il y a un problème d'image pour l'instant de la SNCM. Les gens se tournent vers les autres compagnies. Il y a un problème d'image. Il faut dire que la SNCM a peu communiqué au cours de ces dernières années parce que c'était pas dans la culture ni de l'État quand il était son actionnaire majoritaire, ni de ses actionnaires actuels. Et on communique beaucoup sur la SNCM quand elle est en conflit social. Donc on lui reproche un manque de fiabilité et c'est, je dirais, en faveur de ses concurrents. Beaucoup de grèves notamment. Et donc, il faut refonder un dialogue social, peut-être sur d'autres bases, parce que la grève n'est pas la solution à tous les conflits. Beaucoup pourraient être dénoués par une meilleure concertation. Voilà, on a parlé de ce recul historique, mais sur le moyen terme, la destination Corse est en recul. 32% de passagers en moins entre 1999 et 2009, selon l'Observatoire régional des transports de la Corse. Donc, il faudrait peut-être diversifier l'offre. Quelles sont les pistes que vous allez explorer pour la suite ? Déjà, la desserte de la Corse est une activité substantielle. Elle représente à peu près 60% de l'activité de la SNCM, mais 40% sont représentés par les croisières et surtout la desserte du Maghreb, c'est-à-dire Algérie, Tunisie. Donc je crois qu'il y a du développement à faire là-dessus, puisque au contraire du marché de la Corse, l'Algérie et la Tunisie, les parts de marché progressent. Et la SNCM aujourd'hui doit accentuer ses efforts sur ce marché qui recèle un vrai potentiel. Et puis, il y a également la desserte du Maroc, qui aujourd'hui n'est pas assurée, et ce sont des pistes sur lesquelles on est en train de travailler avec les autoroutes de la mer,
puisque le Grenelle de l'environnement a mis en évidence la nécessité, notamment sur l'arc latin, de réduire le nombre d'émissions de CO2, le nombre de poids lourds qui circulent sur les autoroutes d'Italie, d'Espagne et du sud de la France. Et nous avons aujourd'hui un dossier, notamment entre Rome, Bastia et Toulon, qui est à l'étude et qui pourrait faire, je dirais, un axe de développement important dans le cadre des autoroutes de la mer. Alors, vous évoquez une diversification de l'offre. Est-ce que, par exemple, un départ du port de Sète serait envisageable? La SNCM a passé quelques mois à Sète en 2007. Pour aller vers l'Algérie, est-ce que... Je pense qu'il peut y avoir des complémentarités, effectivement, entre Marseille et Sète, et c'est un dossier que je souhaite regarder, notamment dans le cadre des échanges fret et cargo avec les pays du nord de l'Afrique, et je dirais à la fois affectivement et d'une manière extrêmement rationnelle. Je pense que développer quelque chose sur Sète peut avoir du sens pour la SNCM. Alors très concrètement, la flotte de la SNCM, on a dit qu'elle était vieillissante. Certains évoquaient ça me fait rigoler. La vente de certains bateaux. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être à l'ordre du jour? Mais bien sûr. D'abord, c'est à l'ordre du jour, mais je ne peux pas laisser dire qu'elle est vieillissante. Nous avons la flotte la plus moderne des 3 compagnies qui desservent la Corse. L'âge moyen des bateaux de Corsica est aujourd'hui aux alentours de 25 à 30 ans. Ceux de Mobiline, encore plus. Les nôtres ont entre 15 et 20 ans. Donc, il faut les adapter à la nouvelle mission. Je pense que le cargo, et le cargo mix, c'est-à-dire moitié passager, moitié cargo, c'est l'avenir de la SNCM, et les grands ferries qui ne transportent que des passagers ont moins de place dans le cadre de la délégation de service public. C'est là-dessus qu'il faut adapter. Aujourd'hui, on a 5 ferries en exploitation et 5 cargo mixtes. Je pense que la proportion sera plutôt de 8 et 2 que de 5 et 5. Donc, une adaptation, mais je tiens à souligner qu'aujourd'hui, la flotte la plus performante est celle que nous avons aujourd'hui au sein de la SNCM. Donc là, vraiment rester sur une même taille de flotte, mais réadapter les proportions. Oui, après on verra en termes du développement. Il faut déjà remettre l'entreprise. Moi, ma mission, c'est de reconquérir les parts de marché. Donc je suis résolument orienté vers une reconquête de ces parts de marché par rapport à la concurrence. Alors ça passe par la réadaptation de la flotte, vous l'avez dit, ça passe par une offre diversifiée, ça passe par quoi d'autre? Ça passe par des recherches de productivité, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, il faut arriver à la fois à travers du développement, à travers une meilleure utilisation de la flotte et des équipes, et arriver à baisser nos coûts et être plus performants sur le plan économique. Je crois que c'est possible. Ça passe par une réduction des personnels? Non, pas du tout, mais une meilleure productivité. À partir du moment où on développe et qu'on reste à effectif constant, on a une meilleure productivité, on fait baisser les coûts. Alors là, la fin d'année est cruciale pour la SNCM, puisque l'Assemblée territoriale de Corse doit se prononcer d'ici la fin de l'année sur la délégation de service public. Quel est l'enjeu pour la SNCM? L'enjeu est important, c'est la moitié de son chiffre d'affaires. Mais nous sommes favorables à une refonte totale du cahier des charges de la délégation de service public. Elle n'est plus adaptée à la situation actuelle. Les responsables de l'Office des transports corse et les politiques en Corse en sont conscients. Ils ont fait coexister 2 systèmes, la délégation de service public et l'aide sociale, et qui se cannibalisent l'un l'autre. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et nous participerons activement à fournir à l'opinion publique corse et aux élus corse tous les éléments nécessaires à leur réflexion. Actuellement, le port de Marseille aussi est en perte de vitesse, la SNCM en pâtit également? Je dirais que depuis 30 ans, le port de Marseille a perdu beaucoup de positions par rapport à ses grands concurrents que sont Gênes et que sont Barcelone. Et il y a une prise de conscience, je pense, de tous les acteurs politiques pour essayer de trouver un certain nombre de solutions. En tout cas, je le souhaite vivement. Alors en Corse, comme à Montpellier, votre nom est encore souvent associé à Air Littoral, la compagnie aérienne dont vous avez été le PDG. Mais j'en suis très fier, ça a duré 25 ans. Du coup, il y a eu la suspicion, puisqu'en effet, la compagnie a déposé le bilan en 2004. Certains vous ont vu arriver avec un œil critique. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Non, pas du tout. Enfin, moi, j'en ai parlé parce que je suis très fier de ce que nous avons fait à Air Littoral. Je suis rentré dans une entreprise qui comptait moins de 30 salariés. Je l'ai quittée la première fois, elle en avait 2300. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait avec une équipe et on a beaucoup travaillé. Et puis, les problèmes sont sont très comparables. Je dirais, en termes de logistique, une compagnie aérienne, une compagnie maritime, ça a beaucoup de points communs et je pense que ça a rassuré beaucoup de salariés. Alors, en un mot, cette nouvelle fonction vous tient éloigné de Montpellier une partie de la semaine et pourtant vous êtes adjoint au maire, notamment chargé du développement économique et du commerce. Ça remet en question votre mandat ?
Ça ne le remet pas du tout. Moi, je pense que Mme Mandreau a fait un choix et j'en suis et je le soutiens totalement. C'est d'avoir des adjoints qui sont totalement impliqués dans l'action et dans la vie active. On ne peut pas faire un conseil municipal uniquement occupé de rentiers ou de retraités. Donc, moi, je suis très heureux de pouvoir partager mon temps. C'est difficile, ça me prend du temps. Je fais beaucoup d'allers-retours entre Marseille et Montpellier, mais ça me rend peut-être encore plus, je dirais, au fait des réalités économiques, notamment en matière de transport, et dans le cadre de mon mandat. En un mot, des prochains projets pour votre mandat, les hivernales, j'imagine, qui approchent. Non, ça, les hivernales qui approchent, et puis une cité des métiers qui, je dirais, collaborera, aidera l'ensemble des organismes présents à favoriser la création d'emplois, l'orientation des jeunes et une meilleure adaptation entre l'offre d'emploi et la demande sur Montpellier. Marc Dufour, merci beaucoup d'avoir passé ce moment sur le plateau de C'était l'écho. Tout de suite, le coup de pouce. Merci. Comme toutes les semaines, c'est donc l'heure du coup de pouce de C'était l'écho. Aujourd'hui, il s'agit d'un coup de pouce à la formation et à l'emploi, puisque nous allons parler d'un secteur qui devrait offrir des débouchés ces prochaines années. Il s'agit des énergies renouvelables. Béatrice Nigria, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes élue au Conseil régional, déléguée à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Et alors, d'ici 2020, 1/5 de l'énergie consommée en France doit être issue des énergies renouvelables. Ça peut constituer un vivier d'emploi et donc nécessite des formations dans la région. Oui, c'est ce qu'on appelle les emplois liés à la croissance verte. Alors on attend environ 15 000 nouveaux emplois d'ici 2015. Alors ça c'est au niveau national ou régional ? Non, régional. Donc 15 000 emplois, c'est beaucoup. On a vraiment besoin d'avoir des emplois nouveaux dans notre région. Et bien entendu, pour travailler dans ces domaines, il faut être bien formé. C'est là que la région, nous travaillons beaucoup à la promotion de nos formations, puisque nous avons mis en place de très nombreuses formations pour les demandeurs d'emploi et les jeunes. Alors, vous dites 15 000 emplois, mais en tout, selon l'Observatoire régional emploi et formation, à qui la région a confié une étude, ce serait plutôt 1200 emplois nets créés dans les énergies renouvelables. Alors, comment on fait le ratio entre les deux ? Alors, c'est pas tellement difficile. On a estimé qu'il y avait 1200 emplois nets nouveaux. Et puis, il y a aussi des emplois induits. Donc on élargit à 1500 emplois parce qu'il y a des personnes qui avaient déjà un métier, qui vont se reconvertir. Et donc on ne peut pas dire que ce soit des créations nettes, mais sans ces nouveaux emplois, peut-être qu'elles auraient perdu leur emploi. Donc on va plutôt avoir 1200 créations nettes, mais 1500 emplois nouveaux. D'accord. Alors, très clairement, quel type d'emploi ? Est-ce que c'est vraiment de la maintenance ? Est-ce que c'est de l'installation dans le solaire, dans l'éolien ? Est-ce qu'on a défini un petit peu ? On a bien entendu tout un panel d'emplois qui vont d'un niveau CAP à un niveau ingénieur, bien entendu dans tout ce qui concerne le bâtiment, dans l'électrotechnique, dans l'ingénierie du bâtiment, etc. Et puis aussi, on a des emplois de formateurs dans ces nouveaux métiers. Enfin, un panel d'emplois. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y en a un peu pour tous les goûts, j'allais dire. Tous les profils. Du CAP au diplôme d'ingénieur. Et je voudrais quand même donner un chiffre. Entre l'année scolaire 2008-2009, il y a quand même 5500 personnes qui ont été formées par la région Languedoc-Roussillon directement. Nous avons assumé ces formations sur 366 métiers. 366 formations longues, de vraies formations. Et parmi ces 5500 personnes, il y a bien sûr des jeunes, mais il y avait 1200 demandeurs d'emploi. Donc on est vraiment dans une dynamique. Et là où on a quelques difficultés, c'est surtout sur la lisibilité, l'information. Donc je suis très contente que vous m'ayez invitée. Alors là, on voit notamment des lycéens du lycée Diouda à Nîmes qui sont en formation maintenance des éoliennes. Il existe 3 formations de ce type en France. C'est ce type de formation qu'il faut mettre en place, mettre en avant ? Oui, tout à fait. Alors, bien entendu, on ne peut pas multiplier en Languedoc-Roussillon ce type de formation parce qu'il a fallu investir beaucoup d'argent pour acheter le matériel et Et ça se fait en partenariat souvent avec les entreprises privées aussi. Là, il se trouve que les professeurs sont partis se former en Allemagne et ils se sont beaucoup investis pour mettre au point cette formation. Donc, il y a à la fois les lycéens qui se forment, mais également les demandeurs d'emploi et également la formation continue. Il ne faut pas oublier qu'il y a des salariés aussi qui se forment. Alors qu'est-ce qui va être mis en place à moyen terme pour soutenir cette offre de formation ? Alors on va bien entendu
élargir encore l'offre de formation d'année en année, parce qu'il ne faut pas qu'on aille trop vite. Est-ce qu'on a des idées précises ? Voilà, on a des idées précises. Avec cette étude de l'OREF, on a quand même une visibilité bien meilleure sur l'avenir, jusqu'à 2020. Donc on va augmenter, je pense, le nombre de formations en électrotechnique et d'un niveau, on va dire, bac pro et BTS. Et continuer à soutenir les formations universitaires qui amènent justement à des diplômes d'ingénieurs. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, on a besoin de tout. Il y a un besoin en recherche et développement aussi. Voilà. Alors là, on a vu la maintenance, par exemple. Il faut aussi aller plutôt vers le recherche et développement. Sinon, il s'agit d'emplois qui vont être délocalisables. Pas du tout. Les personnes qui vont être chargées de faire les diagnostics dans les bâtiments, elles ne vont pas faire ce diagnostic à l'étranger, elles vont bien le faire en Languedoc-Roussillon. Et puis je voudrais dire aussi qu'il y a une réelle volonté politique d'aller vers ces nouveaux métiers et aussi de protéger notre environnement, et qu'on est en train de placer du photovoltaïque sur tous les lycées du Languedoc-Roussillon. Donc il faudra à terme quand même qu'on arrive à fabriquer les panneaux en Languedoc-Roussillon. C'est l'objectif. Voilà, si on veut vraiment avoir du circuit court et gagner sur tous les tableaux. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Béatrice Négrier d'avoir participé à cette émission, d'être venue nous parler un petit peu même des futurs débouchés, des futurs emplois. Merci à vous. Au revoir à tous et à très bientôt sur cette LTV.